Salut à tous et à toutes, bienvenue dans cette deuxième partie de vidéo sur les clichés, les idées reçues sur les arcs et l'archerie ancienne. Normalement, j'avais déjà tourné cette deuxième partie, mais vous voyez que le décor est un peu différent de celle d'avant. C'est parce que vous avez été très nombreux et nombreuses à me poser des questions en commentaire. C'est une des vidéos les plus commentées ces derniers temps de la chaîne, donc ça fait bien plaisir. Et j'ai ressenti le besoin de faire des nouvelles recherches, de réexpliquer les choses différemment pour que ce soit un peu plus clair et un peu plus précis. Donc, je retourne la vidéo, tout simplement. Voilà. Et on commence tout de suite avec le premier cliché qui parle de la puissance des arcs. En règle générale, on mesure la puissance des arcs en livres. C'est une mesure anglaise qui correspond au poids qu'il faut mettre en tension pour que l'arc se tende, tout simplement. Une livre correspond à 0,45 kg environ, mais pour simplifier, vous divisez par 2 une livre et vous avez le poids en kilos, tout simplement. On dit qu'un arc va peser 50 livres, peser 80 livres, etc., etc. Même si par abus de langage, on dit qu'un arc fait 50, 60, 70 livres. Voilà. Pour simplifier, il faut vous dire qu'il y a environ 3 puissances d'arc. Il y a d'abord les arcs les plus faibles, qui sont des arcs d'enfants, de sport ou de loisirs, et qui vont faire entre 15 et 45 livres. Ensuite, vous avez les arcs de chasse, un peu plus puissants, qui vont faire entre 45 livres et 60, 70, parfois 80 livres. Et enfin, vous avez les gammes d'arcs de guerre, qui vont être très puissantes et qui vont faire entre 80 et 120 livres. Alors évidemment, vous avez des catégories qui dépassent un petit peu, c'est le cas pour les arcs à poulies par exemple, mais on met ça de côté parce que les arcs à poulies c'est quelque chose qui est assez récent puisque ça date des années 60. Et tout ça c'est très logique, c'est-à-dire que si vous tirez sur une cible, vous n'avez pas besoin d'un arc très puissant, si vous tirez sur des animaux, vous avez besoin de monter un peu en puissance, et si vous tirez sur des gars qui sont en armure et parfois de très loin, vous avez besoin d'énormes puissances, et c'est pour ça que les arcs de guerre sont très puissants. Le problème c'est qu'un arc de guerre ça demande un énorme entraînement pour pouvoir être utilisé de manière efficace. Ça demande des gestes qui sont précis, ça demande un physique qui est précis, et ça peut être très compliqué d'improviser ça. Par exemple, moi qui tire beaucoup à l'arc chez moi, eh bien au-delà de 60 à 70 livres, je commence déjà à avoir un peu de mal. Donc imaginez un acteur ou une actrice à Hollywood qui n'a pas l'habitude de tirer sur des arcs régulièrement, ça va être compliqué, ça va être très compliqué. C'est pour ça qu'en fait les arcs que vous voyez dans les films ont l'air si faciles à tirer, parce que ce sont des arcs de la première catégorie, des arcs d'enfants ou des arcs d'entraînement, des arcs qui ont une puissance très faible et qui jamais de la vie pourraient être utilisés à la guerre. On a eu des arcs de chasse qui ont été utilisés à la guerre, mais des arcs de très faible puissance non, parce que ça ne sert à rien tout simplement. Donc, pour les besoins du film, du comédien, des comédiennes, je peux tout à fait comprendre que ce soit très léger, mais malheureusement, eh bien, ça a mis en place un cliché selon lequel les arcs sont très faciles à tendre et puis on peut tirer un peu sans fin avec, alors que, c'est ce que je disais dans la vidéo précédente, un arc de guerre a une puissance considérable, il faut des gestes précis et ça développe tout le corps pour pouvoir les tirer, et donc fatalement, ça ressemble pas du tout à ça dans la réalité. L'efficacité d'un arc, c'est en lien avec la puissance en fait. À partir du moment où vous n'utilisez que des arcs d'enfants ou des arcs d'entraînement, vous n'avez pas vraiment idée de la patate qu'un arc peut réellement avoir. Donc forcément, dans les films, c'est une notion qui est très mal comprise aussi, et qui dépend essentiellement du scénario. Voilà, c'est-à-dire c'est pas la réalité qui va définir l'efficacité de l'arc, c'est le scénario. Si vous êtes l'archer héroïque, un petit peu le personnage principal du film ou de la série, vous allez traverser les armures, faire mouche à tous les coups, ça va être incroyable. En revanche, si vous êtes le pauvre soldat un peu de base, désolé de vous dire ça, mais ça n'a pas bien fonctionné. En réalité, l'efficacité d'un arc dépend de plusieurs facteurs, à la fois sa puissance, mais aussi la distance à laquelle il est tiré, et le type de flèche qui est utilisé. Il existe des centaines de types de flèches différentes, pour des usages qui sont différents, que ce soit tir sur cible, chasse, guerre, et pêche même, parce que oui, on pêchait à l'arc et on pêche encore à l'arc en fait. Et il existe vraiment des centaines de modèles de pointes différentes qu'on a retrouvés à travers l'histoire, et qui ont des utilisations différentes. Essayons de casser quelques clichés. En premier lieu, un arc ne traversera jamais une armure de plaque complète. Les armures de plaque complètes qui apparaissent entre le 14e et le 15e siècle, ça arrête les arcs, voilà, ça arrête les flèches de manière générale, donc ça, vous oubliez, ça traverse pas. Concernant les codes de maille, eh bien ça dépend. Les codes de maille, il faut être à distance courte ou moyenne, et encore ça fonctionne pas à tous les coups, et avoir des pointes spéciales qu'on appelle, vous allez voir c'est très original, des pointes perce-maille. Les pointes perce-maille sont des formes
quadrangulaires, voilà, c'est-à-dire en des pointes qui sont très très fines, carrées, et qui vont servir à traverser les anneaux de cotte de mailles, avec un peu de chance aussi les faire sauter. Donc je vous mets quelques exemples ici, ou là, je sais pas, c'est le nouveau bureau, donc je sais pas où j'ai de la place, de points de perce-mailles, et c'est vraiment fait pour passer à travers les anneaux et occasionner des blessures derrière les cottes de mailles, traverser les cottes de mailles. Ça peut fonctionner, effectivement. Sur des armures en tissu, si vous êtes un peu loin, vous pouvez vous en sortir, ça dépend de l'arc en face, mais c'est pas non plus garanti. Au contraire, ça passe très très bien les tissus, malheureusement. Si vous êtes à courte ou moyenne distance, vous oubliez, la flèche, vous la prenez pleine poire, il n'y a pas de problème avec ça. Le cuir, ça dépend, là encore, de l'épaisseur du cuir, du type d'armure, etc., etc. À moyenne et longue distance, en règle générale, vous allez pouvoir pas trop mal vous en sortir. À courte distance, ça va commencer à être très compliqué. Mais là encore, il existe autant d'armures de cuir qu'il existe de types de flèches et de types d'arcs. Donc c'est très compliqué à résumer comme ça. Mais pour faire simple, armure de plaque, ça ne passe jamais. Cotte de maille, ça passe si vous avez les bonnes pointes, avec des arcs qui sont vraiment puissants à courte et à moyenne distance. C'est beaucoup de si. Et si vous avez des protections en tissu, en règle générale, ça va passer, mais pas systématiquement. Voilà. Sur la question de l'importance de la distance et de à quel point ça va influer, il y a une histoire que je trouve assez amusante, c'est-à-dire que la première fois que les croisés, donc la première croisade, les croisés arrivent du côté des peuples turcs, les peuples turcs font comme d'habitude, donc combattant à cheval, archers à cheval, ils envoient des douches de flèches sur les croisés en pensant les arrêter, et en fait ils se rendent compte que les flèches se plantent dans les gars, et les gars continuent d'avancer, et le texte parle très clairement de hérissons, voilà, dans le sens où ils ont tellement de flèches sur eux qu'on dirait des hérissons. Mais les gars continuent quand même d'avancer. Parce qu'ils ont des cottes de mailles et des vêtements légèrement rembourrés en dessous, ça suffit complètement à arrêter les flèches, et certaines, selon les pointes qu'elles ont, restent coincées à l'intérieur. Et comme les archers moyen-orientaux, les archers turcs en l'occurrence, tirent de loin pour faire du tir de saturation, eh bien la puissance des flèches n'est pas exceptionnelle à ce moment-là. Et c'est comme ça qu'ils vont devoir changer leur méthode de combat face aux croisés, parce que celle qu'ils utilisaient d'habitude, en tout cas celle-ci, ne fonctionnait pas très bien. Donc de manière générale, l'efficacité d'un arc va dépendre de beaucoup de facteurs différents, et pas forcément du scénario. Oui bon, le tir multiple en mode on envoie 3-4 flèches d'un coup et ça tue tous les adversaires, ça n'existe pas, c'est pas possible en fait, c'est très classe, mais en fait un arc est mécaniquement pas fait pour ça, c'est-à-dire que les flèches partiraient dans tous les sens, elles se cogneraient les unes aux autres, et ça ferait un énorme bide. Voilà, désolé. Je fais une petite pause pour apporter deux précisions. Dans la précédente vidéo, j'ai parlé d'encorder l'arc pour mettre la corde sur l'arc, et de le bander sur cette action-là. En réalité, eh bien, bander et encorder, c'est la même chose. C'est un abus de langage qui est tout à fait moderne et qui s'est beaucoup répandu, et que j'utilise moi-même à tort, mais en réalité, encorder et bander, c'est exactement la même chose. Et quand on va tirer l'arc comme ça, on va plutôt parler d'armer l'arc, tout simplement. Deuxième précision, et je vais avoir besoin de vous, en fait il y aura une troisième vidéo sur l'arc qui s'appellera « Tout savoir sur l'arc », parce que vous avez posé énormément de questions en commentaire qui sont passionnantes sur les blessures, sur la puissance d'arrêt, sur plein de choses, et j'ai prévu de faire une troisième vidéo pour répondre à toutes vos questions sur les arcs. Donc si vous avez des questions sur les arcs qui sont des idées reçues ou pas forcément des idées reçues, posez-les en commentaire et on fera une troisième vidéo exprès pour répondre à ces commentaires. Alors en gros, notez qu'il existe deux types d'arcs. Vous avez les arcs dits monoxyles, comme celui-ci, qui sont en fait d'une seule pièce de bois, et les arcs à double courbure, comme celui-là, qui sont composés de plusieurs matériaux, mais j'y reviendrai à la fin de la vidéo. Je vais garder celui-ci pour vous expliquer ce que je veux vous expliquer. Hop là, la dague qui est descendue. C'est une branche, en fait. C'est une branche, pas très large, un peu fine, fragile mais pas trop, et qui repose essentiellement sur sa flexibilité. Voilà. Si vous parez un coup d'épée avec, vous allez faire une encoche dedans, et quand vous allez tirer dessus, eh bien l'arc va vous rester entre les bras. Voilà, en deux parties évidemment, c'est un peu dommage. Quand vous êtes un archer, votre rôle sur un champ de bataille, c'est de pratiquer l'archerie, en fait, c'est d'envoyer des flèches, et de poser problème à l'ennemi en envoyant des flèches. Votre rôle n'est pas de faire du corps à corps. Donc si, à un moment, vous vous retrouvez dans un contexte où vous arrivez au corps à corps, soit vous pouvez pas faire autrement et vous vendez chèrement votre vie, soit vous pouvez faire autrement, et autrement, c'est vous barrer. Voilà, vous prenez tous vos petits camarades, vous vous barrez loin et vite, éventuellement, vous vous reformez, vous revenez, etc., mais vous barrez, voilà, vous n'êtes pas fait pour le corps à corps, c'est comme ça. Tout
Toutefois, si jamais cela doit arriver, certains archers étaient équipés d'épées, souvent de médiocre facture, de gamme de fauchons ou de sabres, c'est-à-dire des lames à un seul tranchant, ou des couteaux, ou voilà, il y avait des possibilités quand même, mais faible armure, faible compétence au corps à corps, et c'est pas votre rôle sur un champ de bataille, donc à tout point de vue, c'est pas très intéressant. Après, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, il y a eu des archers polyvalents, notamment les archers montés, mongols, turcs, etc., qui, eux, étaient faits pour à la fois savoir tirer à l'arc, et à la fois faire du corps à corps, notamment à cheval. Mais dans ce cas-là, eh bien, ils ont un petit carquois d'arc, et ils prennent leur arc, ils le rangent, et ils sortent une épée, une masse, un bouclier, une lance, il y a plein de possibilités, une hache, voilà, il y a plein de possibilités, et jamais l'arc au corps à corps, parce que ça veut dire que vous allez flinguer votre arc, tout simplement. Et alors, ce que je disais, hein, quand vous voyez les Robin des Bois des films qui font des vieilles parades comme ça, par des coups de bâton, des coups d'épée, des coups de tout ce que vous voulez, arrivent à buter des mecs, et après retirent à l'arc avec sans problème, non, dans la réalité, déjà, bon, c'est pas très lourd, donc c'est pas d'une efficacité diabolique, mais en plus de ça, dans la réalité, l'arc casse en deux, quoi. Ouais, je sais, c'est un peu triste. Les archers qui pratiquent un peu ce sport savent déjà très bien la réponse à cette question, puisque c'est déjà arrivé à tout le monde, en fait, c'est tout à fait faisable de fendre une flèche avec une autre flèche. Alors, évidemment, ça arrive bien plus souvent par accident que par réelle volonté, mais c'est tout à fait faisable avec les flèches en bois comme les flèches modernes. On peut tout à fait fendre une flèche en deux, ou la couper en travers, ou voilà. Souvent, un archer qui a un peu pratiqué, ça lui est forcément arrivé, moi ça m'est arrivé quelques fois dans ma vie aussi. C'est souvent assez rigolo, on appelle ça une Robin Hood évidemment, ou une Robin des Bois en français, mais voilà, tout à fait possible. Est-ce que c'est fait exprès? Pas forcément. On arrive là sur une idée reçue qui va nous mettre à dos l'intégralité de la Grande-Bretagne, encore une fois, mais le longbow n'est pas une arme ultime. Récapitulons un petit peu cette histoire. Le longbow, ou grand arc droit, c'est l'arc emblématique des Anglais, notamment de la guerre de 100 ans, mais pas uniquement. En fait, au milieu du Moyen-Âge, on a les archers gallois qui utilisent déjà cet arc et qui sont extrêmement efficaces. C'est impressionnant pour les rois d'Angleterre qui vont se dire qu'ils vont utiliser ça à bon escient, et donc ils vont répandre l'arc comme étant une arme très utilisée, enfin ils vont favoriser le développement de l'arc dans leurs armées, ce qui va bien leur servir, notamment contre les Français. Mais du coup, les Anglais ont décidé de faire de cette arme une arme de légende, un peu comme les Japonais avec le katana, et donc ils vont en faire des caisses, tout le temps, et réécrire en permanence la légende du longbow, de manière à ce que ça devienne l'arc ultime du monde, etc., etc. C'est un bon arc, on ne peut pas revenir là-dessus. Ça reste un bon arc, mais bon, évidemment, il y avait des qualités variables, des très bons longbows comme des longbows un peu médiocres, mais de manière générale, c'est une bonne arc. Mais ça n'est pas l'arme ultime. C'est une bonne arc, c'est une bonne arme. Mais ça n'est pas l'arme ultime, en fait. C'est une arme qui est efficace, utilisée dans un certain contexte, contre un certain type d'ennemi, par un certain type de combattant. Et c'est pour ça que, finalement, l'arc long n'a pas été utilisé pendant toute l'histoire, et va avoir une histoire relativement courte à l'échelle de l'histoire des arcs. L'arc à double courbure, par exemple, a été beaucoup plus utilisé que le longbow dans l'histoire, et un peu partout à travers le monde. Donc retenez ça, le longbow n'est pas l'arme ultime. En termes de puissance, c'est pareil, on estime qu'on est entre 100 et 120 livres. Alors si vous cherchez un petit peu sur internet, vous allez tomber sur des études anglaises et des affirmations anglaises qui vont vous donner 140 livres, 160, et là on est en train de monter à 180 livres. 180 livres, c'est du délire, c'est une puissance qui est colossale, qui est beaucoup trop importante, et qui n'est pas utilisable de manière fiable et régulière sur un champ de bataille, tout simplement. Alors d'où est-ce que ça vient, cette histoire des 180 livres complètement fou? C'est parce que, en gros, il y a, en 1971, on a trouvé une gigantesque épave de bateaux de la marine militaire britannique, à ce moment-là, qui est un bateau qui date du milieu du XVIe siècle, à peu près 1540, dans ces eaux-là, et à l'intérieur, on a trouvé 300 longbows assez bien conservés dans des tonneaux qui étaient à l'abri de l'humidité. Donc,
ça reste des arcs qui ont plus de 400 ans quand même, donc ils ont bougé un petit peu, et les Anglais se sont mis à faire des tests dessus. Les premiers tests étaient destructeurs, c'est-à-dire qu'ils utilisaient les vrais arcs, et donnaient des puissances entre 100 et 120 livres, qui sont les puissances qu'on connaît des arcs de guerre, c'est ce que je vous racontais dans la vidéo précédente et dans celle-ci, et ça correspond également aux modifications des corps qui ont été trouvés dans l'épave. Puisque je vous le disais, des puissances d'arcs de guerre sont tellement importantes que ça modifie profondément les corps, ça les change, et on peut reconnaître un corps qui a beaucoup tiré avec des arcs très puissants toute sa vie. On a retrouvé environ 200 membres d'équipage dans l'épave du Marie-Rose, et il y en a une bonne partie qui étaient des archers, et donc on le voit, ça se voit à leur musculature, et ça correspond aux modifications de corps des archers modernes qui tirent avec des arcs de 120 livres. Jusque-là, tout va bien. Mais depuis ces examens-là, les Anglais refont des tests tous les ans avec ce qui ne sont pas destructeurs, mais en utilisant des méthodes d'expérimentation et des raisonnements qui tiennent pas beaucoup la route. Par exemple, j'en ai lu un récemment où en fait le principe c'était de dire on va refaire l'arc le plus puissant possible, qui ressemble aux arcs du Marie-Rose, et on va donc en tirer la conclusion que les arcs du Marie-Rose avaient cette puissance-là. Et c'est pas possible. En fait, deux choses qui se ressemblent n'ont pas forcément les mêmes propriétés, tout simplement. Et donc ils ont réussi pour l'instant à faire un arc de 180 livres qui ressemble aux arcs du Marie-Rose, et donc ils disent les arcs du Marie-Rose pouvaient faire 180 livres. Alors que quand ils les ont testés, les arcs faisaient plutôt entre 100 et 120 livres. Alors, on a vu dans l'histoire des arcs qui faisaient 160, 180, 200, 220 livres, on a des sources de ça, mais on sait que ce sont quasiment systématiquement des arcs rigolos, c'est-à-dire des arcs qui ont été faits parce que c'était rigolo. Voilà, des artisans qui se sont dit je vais faire un arc super puissant pour montrer à quel point je suis trop fort, il faudra 3 personnes pour le tirer, mais c'est juste pour l'exercice. On a des éléments de ça, ou des arcs qui sont à moitié légendaires, ou des arcs qui sont faits pour des personnes complètement exceptionnelles, et ça. Ça ne peut pas être considéré comme étant une puissance d'arc complètement répandue. Voilà, et c'est pour ça que les Anglais sont un peu dans un délire là-dessus, mais ça contribue à emmener plus loin la légende du longbow comme étant l'arme ultime, l'arc ultime de l'histoire. Mais là, en gros, tous les 2 ans, ils rajoutent 10 livres de puissance maximum du longbow, donc vous en faites pas. D'ici 20 ans, normalement, on devrait avoir des arcs qui font 300 ou 400 livres si on écoute les Anglais, hein, voilà. Bref, le longbow est une très bonne arme. Est-ce que c'est l'arme ultime avec une puissance incroyable? Non. On utilise les arbalètes dans ces cas-là. Je préfère les arbalètes. Ou alors évidemment, dans le cas des elfes, tout ce que je viens de vous dire et dans la vidéo précédente, considérez que c'est différent. Ça reste un peuple magique, dont l'arc est l'arme principale depuis des millénaires, des dizaines de milliers d'années, enfin beaucoup plus que l'existence des humains, et eux-mêmes ont eu individuellement plus d'une centaine d'années, plus de plusieurs centaines d'années pour s'entraîner au tir, avec des arcs qui sont magiques, avec une industrie qui est à moitié magique, avec voilà, c'est la magie. Du coup, bon, je considère qu'on peut laisser Legolas faire des dingueries parce que il a appris à les faire, il est magique, et voilà. Donc certes, c'est pas très réaliste par rapport à ce qu'on connaît du tir à l'arc, mais c'est les elfes, c'est la magie, c'est des milliers d'années d'évolution en plus que nous, c'est, je ne sais pas, laissons l'archerie magique aux elfes magiques, après tout. Voilà. Et enfin, le dernier point, c'est quelque chose que j'ai réécrit par rapport à vos propres commentaires de la vidéo précédente. Vous avez été très nombreux à me demander si j'allais parler de l'arc mongol, mais en fait, l'arc mongol en soi n'est pas uniquement l'arc mongol. En fait, vous pensez à l'arc à double courbure quand vous parlez de ça, celui-là, hop là, que j'ai sorti tout à l'heure. Et en fait, il faut savoir que c'est le type d'arc le plus utilisé de l'humanité, probablement, tout simplement. On le retrouve chez les Grecs, on le retrouve chez les Romains, on le retrouve également chez les Gaulois, incroyable. On le retrouve au Japon, on le retrouve en Chine, on le retrouve dans les steppes mongoles, effectivement, on le retrouve chez les Turcs, au Moyen-Orient, etc. C'est un des arcs les plus utilisés du monde, et
c'est pas forcément un arc mongol. Alors il existe des micro-variations, notamment sur la forme des poupées d'arc, sur la forme générale de la courbe, etc., qui définissent plutôt un type d'arc mongol, un type d'arc turc, etc., etc. Mais retenez que l'arc à double courbure n'est absolument pas mongol. En fait, le plus souvent, ces arcs-là sont des arcs composites, c'est-à-dire composés de plusieurs types de matériaux, du bois, de la corne, de l'os, des tendons, et c'est une combinaison de ces matériaux-là qui va créer les propriétés mécaniques de l'arc. Ce qui est intéressant par rapport à un arc monoxyle, c'est qu'en règle générale, l'arc monoxyle, donc d'une seule pièce de bois, vous allez avoir peu de puissance au début et toute la puissance sur la fin, alors que sur des arcs à double courbure comme ça, eh ben, vous avez la même puissance du début à la fin. Voilà. Donc vous pouvez avoir un tir qui est tout à fait souple, tout à fait régulier, sans aucun problème, et c'est pour ça qu'on peut faire du tir de précision et du tir de précision répété avec des arcs à double courbure plus facilement qu'avec des arcs monoxyles, qui sont eux plus facilement mis en place sur du tir de puissance. Et c'est pas pour rien que les longbows avaient des puissances qui étaient assez importantes justement. Pour la petite histoire d'ailleurs, la fabrication des arcs à double courbure de manière traditionnelle ne s'est absolument pas perdue, notamment dans les steppes mongoles, mais aussi en Turquie. Et en Turquie, il y a quelques années, ça a été le savoir-faire en tout cas des artisans turcs traditionnels d'archerie à double courbure a été inscrit au patrimoine immatériel de l'humanité. Donc c'est vous dire à quel point c'est quelque chose qui est assez important en dehors de la sphère mongole. Voilà. Et d'ailleurs, cet arc-là est un arc coréen. Voilà, la vidéo est désormais terminée, merci beaucoup de l'avoir suivie. Si vous voulez aider la chaîne, comme d'habitude, vous la partagez, vous la likez, vous mettez un commentaire, ça fera plaisir. Et vous n'hésitez pas à aller voir les réseaux sociaux, Twitter, Instagram pour l'essentiel. Et sinon, je suis en live sur Twitch tous les lundis et les jeudis soirs, je vous mets le lien juste ici. Vous avez comme d'habitude tous les liens de tout en description. Et sur Twitch, généralement, on parle d'armes, on parle d'armement ancien, on fait du réact de documentaires historiques. C'est super sympa, donc n'hésitez pas à passer une tête. Merci à tous et à toutes d'avoir été là. On se retrouve bientôt pour ce 3e épisode sur les arcs, donc n'hésitez pas à poser vos questions. Et en attendant, n'oubliez pas que l'histoire est vivante.